Elles furent d'incroyables héroïnes qui combattirent derrière les lignes ennemies lors de la Deuxième Guerre mondiale. Utilisant souvent un peu plus que leur courage et leur ruse, les espionnes ont dévoilé leurs secrets, aidé la résistance et sapé le moral de l'ennemi. Nombre d'entre elles a payé le prix fort. Les espionnes de guerre est le prochain sujet de Secrets de guerre. Août 1944, quelque part dans l'est de la France. Cette femme s'apprête à partir pour une mission clandestine derrière les lignes allemandes. Elle est membre de la résistance et travaille comme agent pour la branche des services secrets du tout nouvellement créé OSS américain. Son nom de code est Liliane. Elle espère pouvoir libérer une de ses consoeurs, une femme de valeur, d'un camp de prisonniers nazis. Elle emporte, cachée dans ses épaulettes, 70 000 francs or qui lui serviront à corrompre les gardes ennemis. Une caméra enregistre les derniers préparatifs de sa mission. Un agent de l'OSS vérifie ses faux papiers d'identité et contrôle ses effets personnels pour s'assurer qu'ils ne trahiront pas sa relation avec les Alliés. Plusieurs agents ont déjà été tués pour avoir eu sur eux des cigarettes américaines. Liliane n'est pas ce que l'on s'attend à voir d'une espionne. Ce n'est pas une femme fatale complotant des secrets en séduisant un ambassadeur lors d'une soirée. Sa mission repose sur l'intelligence, la ruse et le courage. Et en cas d'échec, elle risque la torture ou l'exécution. Elle est le symbole de milliers de femmes qui ont joué un rôle essentiel dans toutes les phases de l'espionnage de la Deuxième Guerre mondiale. On dit souvent que l'espionnage est la seconde plus vieille profession au monde. En effet, les hommes ont toujours détenu des secrets et les faveurs sexuelles ont souvent été le moyen de les leur arracher. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a assisté à une transition. Les femmes ne furent plus seulement utilisées pour des motifs sexuels. Elles l'étaient, c'est évident. Mais on utilisa également leurs services comme courriers et elles aidèrent les services secrets. Que ce soit dans les emplois de bureau ou comme chauffeurs, opérateurs radio ou manipulatrices radio. L'effort de guerre et la guerre clandestine n'auraient pas connu autant de réussite sans leur contribution. 4 jours après son départ, Liliane revint avec l'autre femme agent. Elle avait des côtes cassées, courtoisie due à un interrogatoire de la Gestapo, et leurs genoux à toutes deux étaient infectés pour avoir rampé sur la glace. Liliane avait non seulement sauvé un autre agent, mais elle avait rapporté des renseignements précieux sur les forces et les positions des troupes allemandes. Leur mission fut un succès total. Pratiquement chaque conflit enregistré par l'histoire fait référence à des femmes espions, habituellement dans des rôles de séductrices. Pendant la guerre civile américaine, Rose O'Neill Greenhow, la célèbre espionne confédérée de Washington DC, a dit « Dieu m'a donné un esprit et un corps. J'utiliserai l'un et l'autre pour la défense de la Confédération. » C'est pendant la Première Guerre mondiale que les femmes commencèrent à jouer un rôle plus important dans la collecte de renseignements.
Des réseaux commencèrent à se développer, encouragés par les services secrets français et britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Les femmes rendaient des services utiles en tant qu'observatrices. Il n'y a rien de très suspect chez une fermière qui épluche des petits pois, assise dehors à un croisement. Mais si elle compte le nombre de fusils qui défilent devant elle et transvase un petit pois d'un bol dans un autre, c'est le genre de travail qu'elle peut effectuer et qui peut être utile. La Première Guerre mondiale révéla un nom devenu synonyme d'espionne séductrice, Mata Hari. Mais comme dans de nombreux récits sur des femmes espionnes, son histoire est faite de malentendus et de mythes. Avant la guerre, Margaret Zella était une ménagère hollandaise malheureuse et fatiguée. Elle déménagea pour Paris et devint une danseuse exotique à succès et une prostituée. Quand la guerre éclata, les Allemands et les Français la recrutèrent comme espionne, pensant que grâce à ses multiples liaisons, elle pourrait glaner de nombreuses informations. Elle fit quelques tentatives maladroites dans le renseignement, mais les historiens s'accordent aujourd'hui à dire que quel que fût son rôle d'espionne, il était mineur. Elle fut finalement trahie par les Allemands et utilisée comme chèvre par les Français. Chacun a l'impression qu'elle était terriblement naïve, pas très intelligente, sans aucune connaissance, ne sachant même pas ce qu'elle faisait. Elle fut condamnée à mort et exécutée. Une femme fascinante par bien des côtés, mais certainement pas une espionne. En aucune manière, Mata Hari n'était une véritable espionne. La Deuxième Guerre mondiale fournit une nouvelle génération de femmes agents sérieusement entraînées au travail du renseignement. Mais la tradition de séduction perdurera indéniablement. Annie Elizabeth Thorpe, connue sous le nom de code Cynthia, naquit à Minneapolis en 1910. Elle épousa un diplomate britannique, Arthur Pack, qui l'introduisit dans les milieux aristocratiques du renseignement. C'était une belle femme, désireuse d'utiliser ses charmes pour accomplir ses missions. Elle dit un jour « J'espère et je crois être une patriote. J'étais capable de rendre certains hommes amoureux de moi, du moins le croyaient-ils, et en échange, ils me donnaient des renseignements. » En 1938, elle vivait à Varsovie, en Pologne. Son mariage était chancelant et elle aspirait à l'aventure. La menace de guerre étant proche, elle fut recrutée par les services secrets britanniques. Elle séduisit l'assistant du ministre polonais des Affaires étrangères, Joseph Beck, et put ainsi voir ce qui se passait de l'intérieur. Les renseignements qu'elle rassemblait en Pologne étaient plutôt de faible importance. Son ami au ministère lui permettait de réunir toutes sortes d'informations sur l'ambiance, l'humeur, la nervosité. On savait grâce à elle qui avait un problème d'alcool, qui avait des problèmes d'argent. On connaissait les points faibles de chacun, ce qui en fin de compte est tout aussi important que de découvrir la copie d'un document. En 1941, elle déménagea pour les États-Unis et son travail fut alors placé sous la responsabilité du Bureau de la coordination de sécurité britannique, basé à New York City. On lui attribua alors des missions plus importantes et plus complexes. Quand on lui demanda d'entrer en contact avec l'attaché naval italien, c'était dans l'intention délibérée de se procurer les codes de la marine italienne. Ça l'a très certainement transporté dans d'autres sphères. Il ne s'agissait plus de simple badinage. Cynthia invita l'amiral italien Alberto Ley à son appartement de Georgetown et entama une liaison avec lui. Ils se rencontraient chez elle 2 à 3 fois par semaine. Elle finit par le convaincre de lui remettre les codes de la marine italienne, arguant que c'était pour ses amis américains encore neutres. Pendant les batailles navales qui suivirent en Méditerranée, la facilité avec laquelle les Britanniques eurent la suprématie sur le nombre supérieur d'Italiens fut notoire. En 1942, Cynthia entreprit une mission beaucoup plus périlleuse. Travaillant pour l'OSS, elle fut chargée de sortir les livres de code de l'ambassade de la France de Vichy à Washington.
Elle débuta alors une liaison avec un diplomate français du nom de Charles Brousse. Il tomba rapidement amoureux d'elle et elle le convainquit de devenir son complice. Le plan exigeait que les deux amants servent de leurre pour permettre l'accès à un vrai agent de l'OSS. Pendant de nombreuses nuits, ils se rendirent à l'ambassade, s'assurant que les gardes étaient au courant de leur liaison clandestine. On put souvent les voir se caresser mutuellement sur un divan dans une pièce jouxtant celle des codes. Le soir du 21 juin 1942, Cynthia et Charles entrèrent à l'ambassade et se déshabillèrent sur le sofa, fournissant ainsi une couverture à l'agent. Mais un garde pénétra dans la pièce, mettant en péril l'opération. L'esprit vif, Cynthia se tint nue dans le rayon de sa torche. Choqué et gêné, le garde s'excusa et s'enfuit. Entre-temps, le coffre fut rapidement ouvert et le livre des codes fut transporté dans une chambre d'hôtel proche, improvisée en studio photo. Au matin, les codes furent replacés dans le coffre après qu'une copie ait été remise aux Alliés. Après la guerre, on demanda à Cynthia si elle avait honte de ses activités amoureuses et elle répondit « Honte, pas le moins du monde. Mes supérieurs m'ont dit que les résultats de mon travail avaient sauvé des milliers de vies américaines et britanniques. Rien que pour une seule, ça aurait valu la peine. Les guerres ne se gagnent pas grâce à des méthodes respectables. » La bataille de France commença le 10 mai 1940. La Blitzkrieg, la guerre éclair des nazis, submergea complètement les défenses alliées. Les villes furent dévastées par les bombes allemandes. Des familles entières durent fuir loin de chez elles sous la pression impitoyable des nazis. La Hollande tomba en à peine 4 jours. Le 14 juin, les troupes d'Hitler marchèrent sur Paris. Les citoyens étaient terrifiés par les souvenirs de la brutale occupation allemande de la Première Guerre mondiale et anéantis par l'affreuse évidence que leur pays avait été vaincu par l'assaut nazi. Plus de 90 000 Français étaient morts et la nation était stupéfaite, démoralisée et sans chef. La France était très fière de son armée. Nous avions honte d'avoir signé l'armistice et les gens pleuraient dans les rues. Pas seulement de peur, mais de honte d'avoir été envahis. C'est pour nous, Français, pour moi, officier, pour mes camarades, c'est le drame de notre vie. D'avoir vu la débandade de tout un pays comme ça, c'est pas des millions de personnes avec leurs chevaux, leurs animaux, leurs oiseaux, leurs matelas, leurs bicyclettes, tout ça s'en allant vers le midi, c'est la chose la plus affreuse. Les ennemis des nazis furent exécutés et les citoyens soumis à un régime de misère. Une police oppressive fut créée pour humilier et démoraliser encore plus le peuple et détruire sa volonté de combattre. Ils faisaient tout pour ça, jusqu'à la stupidité quelquefois. Par exemple, en été, il fait très chaud dans le midi de la France. Et les femmes aimaient apporter des shorts. Ils avaient même voté une loi imposant la longueur du short, environ 5 cm au-dessous du genou, et s'il était à 1 cm au-dessus ou au-dessous, vous étiez arrêté. La hiérarchie militaire a été complètement paniquée, ils ne savaient plus quoi faire. Ils cherchaient des chefs responsables, ils cherchaient à savoir ce qu'ils voulaient faire dans cette débâcle. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous rendez compte? Tous ces gens qui étaient autour de moi et qui me disaient qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a décrété, on fait de la résistance secrète. Le 18 juin, le général de Gaulle, en exil en Grande-Bretagne, parla au micro de la BBC à Londres. Il exhorta ses compatriotes à le rejoindre et à travailler pour la libération et à ne jamais laisser s'éteindre la flamme de la résistance française. Son discours et le ton de sa voix stimulaient l'esprit.
Et quand j'ai entendu ça, j'ai pensé que je devais faire quelque chose. Le père d'Hélène Deschamps était officier français et elle était fière de son héritage militaire. Âgée d'à peine 17 ans, elle s'adressa à un chef de la résistance et se porta volontaire. Ma chère, dit-il, je pense que tu devrais retourner à l'école. Et j'ai dit, je veux faire quelque chose. Je ne veux pas vivre sous l'occupation et faire ce que l'ennemi m'ordonne. Alors il m'a dit, pourquoi ne pas te présenter à la Croix-Rouge? Ce serait un travail parfait pour toi. J'ai répondu, ce n'est pas ce à quoi je pensais. Je veux me battre. À force de persuasion, Hélène fut la première femme acceptée dans le groupe de résistants. Elle devint finalement une parmi les milliers de femmes courageuses qui firent appel à autre chose que leur charme pour mener à bien leur dangereuse mission. Au début, je servais juste de courrier. J'apportais une enveloppe d'une ville à l'autre, je la remettais à quelqu'un qui me parlait, me donnait un faux nom. Je donnais mon nom, faux bien sûr, et ce fut le début de la clandestinité. Quelquefois, quand nous savions qu'un groupe allemand devait arriver avec des voitures, des camions, etc., nous jetions toutes sortes de clous sur la route. Des choses enfantines, je vous l'accorde, mais ça marchait. Ça nous soulageait de la haine qui grandissait en nous. La clandestinité était la clé des opérations de la résistance. Hélène ne pouvait même pas parler à sa mère de ses activités et lui expliquer le motif de ses longues absences. Ma mère n'a jamais su ce que je faisais. Elle pensait que je prenais du bon temps, et elle ne le sut jamais, jusqu'à la fin de la guerre. Hélène apprenait vite, prenant de plus en plus de responsabilités. Elle menait des opérations de reconnaissance et distribuait des tracts sur les routes de France et dans les pays neutres. En 1943, son rôle devint plus important. Elle fut chargée de rassembler des renseignements plus sérieux. Elle devint un agent clandestin, une espionne. Avant la guerre, elle connaissait un homme devenu chef de la milice, l'équivalent français de la Gestapo. On lui demanda de déménager du sud de la France à Vichy, la nouvelle capitale française. Là, elle devrait gagner la confiance de ses relations et connaissances et s'infiltrer dans le quartier général de la milice. Elle convainquit le chef de la milice de l'engager comme secrétaire personnel. C'est dans son bureau que se trouvaient les dossiers des Français dénoncés comme traîtres par leurs compatriotes. Il avait ses dossiers et chaque matin, il les consultait et disait à son second « Bon, quelle lettre de l'alphabet allons-nous choisir aujourd'hui ?» Et l'autre répondait « Que pensez-vous du N ?»« Ah oui, bonne idée. » Alors il ouvrait le tiroir et prenait une liasse. Il ne la regardait même pas et ces personnes étaient exécutées, envoyées au camp de concentration, arrêtées ou... Alors chaque matin, je venais tôt, me dirigeais vers le tiroir et sans regarder moi non plus, je prenais des fiches avec des noms, les mettais dans mon soutien-gorge et me rendais à la salle de bain avec peigne et rouge à lèvres. Là, je déchirais les papiers et les gens étaient sauvés. Pendant 8 mois, Hélène travailla au quartier général de la milice, glanant des renseignements majeurs sur des raids contre les réseaux de résistants, volant les cachets officiels et du papier en tête pour fabriquer des pièces d'identité. Elle fut finalement soupçonnée par la milice, interrogée et battue. Mais sa couverture ne fut jamais dévoilée et elle retourna dans son groupe de résistants dans le Midi. C'est alors que sa sœur, Jackie, comprit son appartenance à la résistance. Elle la convainquit de lui permettre de s'y engager aussi. Les deux jeunes filles profitèrent de leur âge et de leur innocence pour récolter des renseignements. Ma sœur et moi flirtions un peu quelquefois, mais nous avions surtout l'air si jeunes et si innocentes que souvent nous allions vers l'aéroport à bicyclette.
Ma sœur faisait semblant de tomber. Elle criait et les Allemands s'approchaient pour voir. Et moi, je leur demandais de l'aider. Pendant ce temps, je comptais les avions. À l'automne 1943, Hélène et Jackie furent rebutées par les dissensions entre factions au sein de la résistance. Elles s'engagèrent comme volontaires dans l'OSS. Pour soutenir les Alliés, l'OSS envoyait des agents en France pour l'entraînement et l'équipement de la résistance contre les Allemands. Hélène et Jackie opéraient derrière les lignes. Elles surveillaient les mouvements des troupes et l'équipement et confiaient leurs rapports à un opérateur radio. Hélène était dans la résistance depuis 4 longues années et était devenue un agent endurci. Vous savez, dans la clandestinité, un agent devait tout abandonner. Vous ne pouviez conserver vos amis. Vous n'aviez d'ailleurs pas d'amis. Vous deviez oublier votre famille, la vie normale. Vous n'aviez pas de vie du tout. Ce qui avait débuté comme un jeu devint un sinistre combat aux conséquences souvent fatales. Elle vit nombre de ses compagnons torturés et exécutés par les nazis. Elle et Jackie furent presque tués par un autre groupe de résistants qui les avait confondus avec des agents allemands. Un jour, une nouvelle terrible tomba. Le fiancé de Jackie, un chef de l'OSS surnommé Petit Jean, avait été tué d'une balle dans le cœur par un tireur isolé. Mais comme tout bon soldat, Jackie et Hélène poursuivirent leur mission. Le lendemain de la terrible nouvelle, Hélène, Jackie et un chauffeur, partis remettre des renseignements aux Alliés, furent eux aussi pris dans le feu d'un tireur isolé. Ma sœur m'a dit « Je suis touchée ». C'était si soudain que je ne réalisais même pas qu'elle était vraiment atteinte. J'ai mis ma main sur sa tête et je lui ai parlé comme à un enfant et lui ai dit « Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Nous arrivons bientôt dans un village et nous prendrons soin de toi. » Le chauffeur a arrêté la voiture et il a dit « On s'arrête ici et on va chercher du secours. » Je me suis retournée et dit « Jackie, on va prendre soin de toi. » Ses yeux étaient grands ouverts et j'ai compris qu'elle était morte. Jackie avait été touchée au cœur comme son fiancé. Hélène eut tout juste le temps d'aller chercher un drap dans une ferme proche pour enterrer sa sœur. J'en ai enveloppé ma sœur et avec l'aide du chauffeur, j'ai creusé un trou. Nous l'avons enterrée là. Le chef de la clandestinité a fait un petit discours. Il a dit « Jacqueline, jeune fille de France, tu as donné ta vie, ton courage, ton amour pour ton pays. Merci. » Je suis partie et ai continué ma mission. Les ordres enflammer l'Europe, reçus par les agents du service des opérations spéciales, le SOE, émanaient directement de Winston Churchill. Cette organisation secrète avait été créée en 1940 pour aider les groupes de la résistance dans le sabotage, le terrorisme et la subversion. Churchill voulait des raids de commando. Il voulait des terroristes, des saboteurs. Il voulait qu'aucun Allemand ne puisse marcher dans la rue sans regarder par-dessus son épaule pour vérifier s'il n'y avait pas un terroriste ou un saboteur derrière lui. Il voulait qu'aucun Allemand ne puisse traverser un pont sans craindre que sa vie soit brisée par une bombe. Le SOE était organisé pour mettre le feu à l'Europe occupée par les Allemands. Depuis son quartier général au 64 Baker Street à Londres, le SOE recrutait des agents qui devaient être envoyés dans les territoires occupés en se faisant passer pour des nationaux. Mais en 1940, tous les services militaires se faisaient concurrence.
Le SOE comprit que les femmes pourraient avoir les qualités requises pour cette mission. Les femmes, et plus particulièrement celles de familles aisées, avaient souvent voyagé pendant l'entre-deux-guerres. Elles étaient plus aptes à parler les langues étrangères. Ayant voyagé à l'étranger, elles étaient plus à l'aise et avaient assimilé les cultures et leurs traits particuliers, ainsi que l'art du voyage. Le SOE a certainement ouvert une nouvelle voie. C'était le premier corps gouvernemental à avoir armé les femmes et à les avoir envoyées sur le théâtre des opérations. Je ne veux pas dire par là que les services secrets du MI6 ne l'avaient pas déjà fait à plusieurs occasions. Mais je pense qu'on peut affirmer que l'organisation qui le fit pour la première fois, tout en l'admettant, fut le SOE. Les femmes étaient recrutées et entraînées de la même manière que les hommes. Les femmes agents recevaient un entraînement préliminaire pour évaluer leurs capacités. Elles étaient surveillées en permanence pour vérifier leurs réactions, leur vraie personnalité. Si elles franchissaient ce premier stade, elles étaient envoyées en Écosse pour suivre un entraînement plus dur encore. Si elles réussissaient, elles revenaient à la véritable école des agents où elles recevaient ce que nous appelons maintenant un entraînement poussé. On leur parlait de toutes les sortes de services de sécurité générale auxquels elles seraient confrontées. On leur apprenait comment former des réseaux, comment échapper aux filatures, comment suivre quelqu'un sans se faire repérer. Si elles réussissaient tout ça, elles pouvaient être envoyées dans une école d'entraînement de radio où elles apprenaient comment se servir des postes portatifs. Un des opérateurs les plus experts du SOE s'appelait Yvonne Cormeau. Elle s'était portée volontaire dans l'aviation auxiliaire féminine après que son mari ait été tué par une bombe allemande pendant le bombardement aérien de Londres. Après avoir mis sa fille en sécurité dans un couvent, Yvonne prit du service. Elle parlait couramment français et fut bientôt recrutée par l'antenne française du SOE, la section F. Je voulais faire tout mon possible. C'était une chose que mon mari, du moins je le pense, aurait souhaité me voir faire. Et comme il n'était plus là pour le faire lui-même, j'estimais qu'il était temps pour moi de m'y mettre. Yvonne se souvient de son entraînement, le même que celui des hommes, ou presque. Le premier entraînement consistait à vérifier pour quel genre de travail nous étions les plus aptes. J'étais plutôt ennuyée de constater que seuls les hommes étaient chefs de groupe. Il s'agissait là d'une véritable discrimination, mais hommes et femmes étaient engagés comme opérateurs radio, courriers et les hommes seuls pour le sabotage. J'en étais plutôt satisfaite. Personnellement, c'est la radio qui m'intéressait. En 1943, elle fut parachutée en France et rejoignit la Résistance. Ses talents d'opérateur radio, ou pianiste comme on disait, étaient légendaires. On ne l'autorisait pas à rester près d'endroits où étaient déposés des explosifs, de crainte de blesser ses mains précieuses. Nervosité et patience, c'est le curieux mélange nécessaire pour un bon travail de radio. Il faut de la patience pour coder et décoder et de la nervosité pour décider de continuer ou non, si l'on pense être écouté ou couper la transmission et demander une autre longueur d'onde. Et je dois avouer que j'avais souvent l'estomac serré. Il fallait en permanence avoir des yeux derrière la tête aussi bien que devant. Les communications radio étaient essentielles au succès des opérations secrètes. Les groupes de résistants comptaient sur la coordination avec la Grande-Bretagne pour la livraison des armes et des fournitures. La section F des opérateurs radio ne subsista cependant qu'environ 6 semaines avant d'être découverte par les Allemands. Les agents durent rapidement apprendre les ruses nécessaires à leur survie.
L'idée était de bouger en permanence de manière à ne pas se faire repérer à un endroit précis. Ça, c'est une chose. L'autre est qu'on était plus en sécurité dans une ville qu'à la campagne. En effet, en émettant longtemps depuis un immeuble, celui-ci pouvait être repéré, mais pas obligatoirement l'appartement. Yvonne ne restait jamais au même endroit plus de 3 jours, et elle trouva un soutien courageux de la part de la population. Ceux qui m'offraient un toit et de la nourriture savaient toujours que je venais d'Angleterre, que j'étais anglaise et que j'avais mon poste de radio. On leur demandait d'abord s'ils acceptaient d'accueillir un opérateur. Cela représentait un double danger pour eux, et je dois bien leur rendre cette justice, jamais on n'a refusé de me loger. Elle devint aussi un maître de la dissimulation, recevant des renseignements de la plus haute importance de la part des patriotes français. Un jour, elle se fit passer pour l'épouse d'un fermier gardant ses vaches. La femme du fermier m'avait dit « Ne portez pas de montre, aucune femme qui garde des vaches ne pourrait se l'offrir. » Yvonne Cormot réussit à rester dans la clandestinité en France pendant 13 mois et transmit plus de 400 messages. Elle reçut pour cela la prestigieuse distinction, la MBE, membre de l'Empire britannique, pour son courage. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique n'avait pas d'organisation de service secret. En 1942, le président Roosevelt créa l'OSS. À la fin de la guerre, plus de 21 000 personnes avaient travaillé pour lui. Plus de 4 000 étaient des femmes. Bien que peu de femmes agents aient été réellement envoyées derrière les lignes ennemies, le général William Donovan, premier patron de l'OSS, a reconnu leur rôle essentiel. Il a dit « Elle classait patiemment les rapports secrets, codait et décodait les messages, répondait au téléphone et s'occupait des enregistrements. Quelques-unes avaient des connaissances linguistiques et géographiques évoluées. Leurs aptitudes spécifiques étaient utilisées pour des travaux précis et soignés, comme l'élaboration des cartes et du chiffrage. » Donovan parlait d'elles comme les cordons invisibles du tablier de l'organisation. Une des rares envoyées sur le terrain fut Barbara Lower-Spodowski. Elle avait fui la Tchécoslovaquie et avait écrit un livre sur les aviateurs tchèques qui avaient donné leur vie pour les Alliés pendant la bataille d'Angleterre. Leur courage l'avait amenée à rejoindre l'armée américaine et à se porter volontaire pour travailler sur le terrain. Le destin de tous ces aviateurs qui avaient péri m'avait frappé. Je pensais que je pouvais me rendre utile, que ma connaissance des langues étrangères servirait plus à l'armée américaine qu'à brasser des papiers à Washington pendant toute la guerre. Sa mission au sein de l'OSS était connue comme opération morale, destinée à saper le mental des soldats ennemis. Une telle opération suppose de miner le moral d'un soldat du front, après quoi il n'est plus capable d'agir correctement et toute la ligne s'effondre. Le groupe top secret de Barbara avait des dons linguistiques et de faussaires. Leur arme de base était la propagation clandestine de renseignements subversifs à l'arrière des lignes ennemies, connue sous le nom de propagande noire. La propagande blanche était quelque chose que l'ennemi, en l'occurrence les Américains, les Britanniques et les Français, faisait clairement circuler dans les lignes. La propagande noire, au contraire, était supposée provenir de l'intérieur de l'Allemagne, de l'Italie ou du Japon, et elle devait être suffisamment rudimentaire pour être crédible. Il n'existait aucune règle dans la propagande noire. La matière se présentait sous diverses formes. Un jour, le groupe de Barbara imagina un tract de club des cœurs solitaires qui convainquit les soldats allemands qu'à l'arrière, toutes les femmes s'étaient portées volontaires pour coucher avec les soldats en permission.
Le club des cœurs solitaires était pure invention de notre part et nous avions édité un tract insistant sur le fait que tout le monde en faisait partie. Épouse, sœur, fille, mère. Quand un soldat du front apprenait que sa femme couchait avec n'importe qui, il n'était pas très content et son moral était sapé. Le tract avait l'air si authentique que le Washington Post y crut et publia l'information. L'unité de Barbara comptait aussi la présence du dessinateur Saul Steinberg. Ensemble, ils créèrent un autre matériel de propagande inhabituel. Il y avait également du papier toilette dont j'avais découpé la maquette dans du linoléum. C'était quelque peu indécent, mais Steinberg avait dessiné une caricature d'Hitler au-dessous de laquelle figurait la mention « Côté à utiliser ». Barbara était en poste à Rome, mais elle se rendait souvent sur le front pour interroger des soldats qui s'étaient rendus. Elle examinait chaque nouvel indice de renseignement qui pouvait être utile à son équipe. Nous avions des réunions presque tous les soirs sur ce qui pouvait être fait, ce qui devait être fait, ce qui pourrait fonctionner, ce qu'il était possible de faire. Le succès des opérations morales tenait aussi à l'entente qui régnait au sein du quartier général. Aucune idée, aussi saugrenue soit-elle, n'était rejetée. Le quartier général disait toujours « Ok, allez-y, essayez ». Une des missions les plus réputées de l'unité fut celle connue sous le nom d'Opération Choucroute. C'était un projet imaginé immédiatement après le bombardement infructueux d'Hitler en 1944, occasion rêvée de créer la panique dans les lignes. Cette nuit-là, Podolski fut envoyé dans un camp de prisonniers de guerre pour convaincre des soldats allemands d'être leurs espions pour les aider dans leur opération. Je recherchais des dissidents, des gens mécontents du régime en Allemagne, des gens qui avaient des raisons de contester la guerre. Par exemple, un Allemand qui vivait en Yougoslavie avait été enrôlé de force dans l'armée. Je leur fis comprendre qu'ils pouvaient aider en convainquant les soldats du front qu'une révolution était en cours à l'arrière, que les gens en avaient assez du régime nazi. 16 personnes furent choisies. Elles reçurent une nouvelle identité, des références, des uniformes et un entraînement leur permettant de préserver leur couverture. Nous devions changer leur identité et leur faire entrer dans la tête leur nouveau nom, de manière à ce que, s'ils étaient réveillés en pleine nuit et qu'on leur demande le nom de jeune fille de leur mère, ils ne se trompent pas. Les agents passèrent alors derrière les lignes et distribuèrent prospectus et faux journaux. Ils les déposaient aux endroits où les soldats se rassemblaient, dans un café par exemple ou un arrêt de bus. Ils les épinglaient au pneu d'un camion en stationnement et ainsi de suite. Nos agents nous ont rapporté qu'ils avaient vu des soldats les lire. L'un d'entre eux est même revenu en arrière, a empoché le tract pour le montrer aux autres. La cible était atteinte. Malgré le risque d'être fusillé comme espion, aucun agent n'est retourné du côté allemand. Outre exécuter leur mission, ils rapportèrent même des renseignements de valeur. Les agents qui avaient réussi furent récompensés. Nous voulions qu'ils se sentent à l'aise, heureux. Quand des jeunes hommes avaient fait un bon travail, tout ce dont ils rêvaient était ce qu'on appelait dans l'armée l'ingénierie horizontale. Il y avait un appartement à Rome dans lequel ils pouvaient inviter une femme. Je restais assise dans une Jeep dans la rue,
en attendant que ce soit terminé. Et quand les femmes sortaient, je les payais. Quelquefois, je fulminais et disais « Comment diable notre officier de propagande va-t-il justifier ses dépenses auprès du contribuable américain ?» Barbara était la seule femme de l'opération Morale. L'OSS n'était pas vraiment organisée pour avoir des femmes dans ses rangs. Bien que privée, Barbara s'était vue attribuer un chauffeur, un capitaine. Mais bien souvent, dans ses actions, elle devait s'assumer avec la même autorité que ses équivalents masculins. Quelquefois, les gens que j'interrogeais protestaient parce que j'étais une femme. Une fois, j'ai même dû malmener et frapper un prisonnier parce qu'il était obstiné et vilipendait l'Amérique. Il traitait le président Roosevelt de tous les noms et ayant du sang slave, je n'ai pas pu me contrôler. Je l'ai vraiment frappé fort. Il a riposté. Une des dernières opérations de Barbara s'avéra être un franc succès. Elle faisait sa propagande noire auprès de nombreux soldats tchécoslovaques obligés de servir dans les troupes nazies. Les tracts commençaient par le rappel de l'affirmation d'Hitler que pas un seul Tchèque ne servirait dans l'armée allemande. Pourtant, ils leur servaient de laquais et il était encore temps pour eux de jeter leurs uniformes, d'abandonner l'identité qui leur était imposée et de traverser les lignes pour rejoindre leurs frères, déjà du bon côté. Grâce aux efforts de Barbara, plus de 600 soldats tchèques se rendirent aux Alliés. En 1944, Barbara Lauer-Spodowski reçut l'étoile de bronze en récompense de sa mission. Virginia Hall fut peut-être la femme agent la plus efficace de la Deuxième Guerre mondiale. Elle opérait à la fois pour le SOE et l'OSS et fut décorée pour héroïsme par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais les Français de la clandestinité la connaissaient sous le nom de la Dame qui boite. Virginia Hall était unijambiste. Quelques-uns sont des agents nés, d'autres se fabriquent. Il est évident au vu de sa carrière que Virginia Hall avait des aptitudes naturelles pour ce métier. Née en 1906 dans une riche famille de Baltimore, elle fréquenta le collège Radcliffe et Barnard. Elle était douée pour les langues et parlait couramment le français, l'allemand et l'italien. Elle avait soif de vivre à l'étranger et avait travaillé au ministère des Affaires étrangères en Pologne, en Estonie, en Italie et en Turquie. Alors qu'elle y était en poste, elle dut être amputée d'une jambe au-dessous du genou à la suite d'un accident de chasse. Elle avait surnommé sa prothèse Cuthbert. Quand la guerre éclata, Virginia s'engagea comme volontaire au service des ambulances. Mais après la chute de la France, elle partit pour Londres, où elle fut recrutée par le SOE. En été 1941, elle fut une des premières femmes agents envoyées en France. Elle se faisait passer pour une correspondante du New York Post qui écrivait des articles sur la vie dans la France de Vichy. En même temps, elle organisait des opérations pour le SOE depuis son appartement de Lyon. Son travail était incroyablement abondant et efficace. On dit souvent qu'il est très imprudent pour des gens engagés dans des activités clandestines de jeter leur filet aussi loin. Si vous êtes agent secret, vous récoltez des renseignements secrets. Virginia Hall, elle, semblait s'occuper de tout ce qui se passait dans l'est de la France à cette époque. Aidant des évadés, travaillant sur des filières de fuite pour les agents, envoyant des courriers, recevant des agents perdus et sans domicile. Quand Brian Stonehouse fut parachuté pour la première fois en France, les choses allaient très mal.
Il avait eu des difficultés à monter ses réseaux et il demanda l'aide de Virginia Hall. Je connaissais son existence parce que j'en avais entendu parler à Londres. On nous avait dit de ne pas l'approcher, que c'était une question de vie ou de mort, car elle était surveillée par la police française et probablement aussi par les Allemands. Mais à Lyon, les choses étaient si compliquées que mon courrier, Christian, et moi avons dû aller la voir. Elle nous a été d'un grand secours pour commencer à nous organiser. En hiver 1941, les nazis la poursuivaient et étaient sur le point de l'arrêter. Mais elle réussit à s'enfuir en Espagne à pied en traversant les Pyrénées. C'était déjà un exploit pour n'importe qui. Mais cette femme avait une jambe de bois. Naturellement, le temps de parvenir de l'autre côté des Pyrénées, son moignon était en sang. Non seulement elle avait dû s'échapper, mais sa fuite avait été pénible. Elle envoya un message radio en Angleterre expliquant l'état douloureux de sa jambe. Elle a dit « Cuthbert me cause des ennuis, mais je m'en sors ». Celui qui reçut le message n'était pas au courant. « Oh mon Dieu, elle a des problèmes avec un certain Cuthbert », dit-il. Et il lui câbla « Si Cuthbert vous ennuie, éliminez-le ». Virginia reçut la MBE pour ses courageux efforts. Mais ce n'était pas assez pour elle. Elle suivit alors un entraînement d'opérateur radio et projeta de retourner en France. Elle s'inscrivit à l'OSS américain de manière à ce que si elle était tuée, sa mère puisse toucher la prime d'assurance. Elle revint en France en novembre 1943, déguisée en paysanne d'un certain âge. Virginia était poursuivie par la Gestapo qui avait mis en circulation une affiche recherchée avec la mention « La femme qui boite est un des meilleurs agents des Alliés en France et nous devons la trouver et la supprimer ». Mais son déguisement sophistiqué abusa les Allemands. Afin de cacher son infirmité, elle avait appris à marcher d'une manière assurée et sous son costume, il était impossible de savoir qu'elle avait une jambe de bois. Pour soutenir le jour J, Virginia avait rassemblé et envoyé des renseignements de valeur et coordonna les largages aériens. Elle avait aussi entraîné et dirigé des groupes de maquisards pour des guérillas et des sabotages. Après la guerre, elle reçut la Croix américaine pour service rendu au cours d'une cérémonie simple dans le bureau de William Donovan. Elle refusa une cérémonie présidentielle sophistiquée en disant qu'elle était toujours opérationnelle et pressée de retourner au travail. Elle travailla pour la CIA jusqu'à sa retraite en 1966. Virginia Hall, Hélène Deschamps, Yvonne Cormot et Barbara Podolsky ont eu de la chance, elles ont survécu. Les conséquences d'une arrestation étaient les mêmes pour les agents féminins ou masculins. En de nombreuses occasions, elles ont été soumises à la torture. Elles étaient maintenues en isolement, privées de nourriture, battues. Celles qui n'étaient pas exécutées sur le champ pouvaient être envoyées en camp de concentration en Allemagne. Le prix payé par leur valeur et leur courage en se portant volontaires pour ce genre d'activité a été épouvantable. « 48 femmes du SOE ont été envoyées en France. 12 d'entre elles ont été capturées et exécutées. Brian Stonehouse, lui aussi, a été capturé. Il fut condamné pour espionnage. Il a survécu à 4 ans de vie dans les camps de concentration nazis. Il pense que les Allemands pourraient bien avoir été encore plus durs à l'égard des femmes. 4 de nos filles ont été exécutées à Natzweiler, 4 à Dachau, 4 à Ravensburg. La chose qui m'étonne toujours est pourquoi les ont-ils exécutées? Pourquoi pas moi, Bob, Tom?
Nous vivions quotidiennement dans la crainte que l'ordre de nous exécuter arrive de Berlin. Ça ne s'est jamais produit. En dépit des souffrances qu'elles ont endurées, les femmes agents pensaient que ça valait la peine. Mais même aujourd'hui, la majorité trouve difficile d'occulter ces souvenirs pénibles. Pas plus tard qu'hier, ma fille me demandait « Maman, à quoi penses-tu » Quelquefois, je reste silencieuse. Je parais triste ou des détails me reviennent à l'esprit. Vous ne pouvez pas oublier ce que vous savez. C'est ancré en vous à jamais.